des représentants de tout le panel de l'achat programmatique autour de la table. Je ne vous représente pas, évidemment, vous êtes tous affichés à l'écran. D'abord, ce programmatique, on parlait tout à l'heure de mesures de mesures d'audience tout à l'heure. Le programmatique qui a réinventé l'achat vidéo. On savait qu'à un moment, il était peut-être en display, il était peut-être un peu plus en difficulté, en tout cas dans certaines adoptions, mais l'achat vidéo, ça l'a vraiment remis au goût du jour aujourd'hui. Je vais donner la parole à Amélie, qui représente DV360. C'est le premier DSP au monde, notamment sur la vidéo. En quoi ce programmatique a-t-il, d'une certaine façon, réinventé l'achat vidéo ? Alors, je ne sais pas si le programmatique a véritablement eu des années difficiles dernièrement avec le display, mais il est vrai que la vidéo se porte bien, ça c'est une réalité. C'est vrai que c'est un levier qui est en croissance forte, mais je pense que c'est intéressant, et on l'a fait d'ailleurs lors des précédents panels, mais de repartir des usages en fait. Ce qui sous-tend finalement la dynamique des achats vidéo, y compris en programmatique, ce sont les usages. Ce qu'on remarque en tout cas, et c'est aussi assez flagrant sur les dernières discussions qui ont été menées ici, c'est que finalement on va vers un panorama vidéo où les frontières sont en train de s'effacer progressivement. Avant, il y a encore quoi, il y a 1 an, 2 ans, on parlait de AVOD, SVOD, BVOD, et on les mettait en comparaison les uns avec les autres. En concurrence même. En concurrence, en fait, la réalité, c'est qu'on va vers un marché vidéo qui est principalement streaming. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est la réalité des usages aussi qui fait qu'aujourd'hui, la consommation vidéo, elle se plateformise. Et à travers en fait, cette plateformisation des achats vidéo, eh bien, il y a évidemment une opportunité technologique sur le programmatique qui est évidente. Et c'est la raison pour laquelle le programmatique, en fait, aujourd'hui, a autant le vent en poupe sur la vidéo. C'est un effort technologique qui est important. Ce sont des investissements qui sont je dirais, constants, puisque, comme on le disait, c'est aussi un panorama et un levier qui évolue en permanence, en fait, ce qui veut dire que concrètement, un DSP comme DV360 va devoir se mettre au goût du jour et suivre en fait toutes ces innovations qui sont portées par les éditeurs, par les plateformes, pour faire en sorte que ça fonctionne. En se connectant un maximum d'ailleurs, vous avez annoncé des nouveaux accords, parce que l'idée c'est que tout ça soit liquide en fait, ça soit très fluide en fait. D'ailleurs, autour de la table, il y a des acteurs très différents. Exactement, c'est ce qui est passionnant d'ailleurs. Aujourd'hui, l'objectif c'est effectivement que ce soit liquide et donc de travailler aussi bien avec des acteurs internationaux, et on a effectivement annoncé l'arrivée de Netflix le mois dernier dans DV360, mais on a aussi Disney+, par exemple, et si on regarde le panorama local... Et puis vous avez TF1 depuis longtemps. Voilà, il est très bien représenté aussi, TF1, M6, France Télé. C'est cité quand même. Et on peut citer aussi des nouveaux entrants sur la vidéo, et je pense que Anne en parlera. Mais justement, on va en parler, puisque ça évolue, c'est en constante évolution, et l'intérêt d'un DSP, c'est d'avoir l'inventaire le plus large pour que ça ait un sens, évidemment. Et justement, vous venez de Spotify. Alors, The Future of Video, on a Spotify. C'est vrai que ça peut étonner les uns et les autres parce qu'on vous voit plutôt comme de l'audio. Mais là, vous venez d'annoncer des choses hyper ambitieuses autour de la vidéo, et notamment des accords sur le programmatique avec DV. Exactement. Alors, je vous rassure, je ne me suis pas trompée de salle. On a pas mal de choses qui arrivent au niveau de la vidéo et du programmatique notamment. Je commencerai peut-être par rappeler quelques points au sujet de Spotify. La première chose, c'est qu'on a une audience qui est massive et globale. On a 675 millions d'utilisateurs uniques mensuels dans le monde, 20 millions en France, et c'est une audience qui est très engagée, c'est-à-dire que l'utilisateur Spotify passe en moyenne plus de 2 heures par jour sur la plateforme, sur l'ensemble des devices. Donc, et on l'envoie sur la vidéo aussi ? Oui, tout à fait. Donc, c'est du mobile, du desktop et de la CTV notamment qui est en très forte mais naturellement, il va sur de la vidéo quand même ? Oui, tout à fait. Il y a aussi une évolution des contenus consommés. Donc, évidemment, sur le podcast, qui est peut-être plus attendu venant d'une plateforme audio, mais aussi sur les formats visuels et notamment du podcast vidéo. En France, uniquement l'année dernière, on a vu le temps in focus augmenter de 42%. Sur la plateforme. Et donc ça donne énormément d'opportunités aux annonceurs d'utiliser des formats visuels sur Spotify en conjonction des formats audio, donc audio plus vidéo, plus display par exemple. Et le dernier point que j'ajouterais, c'est qu'on est aussi un acteur majeur du programmatique. On a annoncé la semaine dernière le lancement du Spotify Ad Exchange avec une intégration via DV360 notamment. Peut-être
pour compléter, en fait, ce qui va aussi faire que le programmatique prend tout son sens, après avoir écouté Anne, c'est aussi la capacité d'un DSP à gérer la fréquence d'exposition. C'était d'ailleurs finalement un peu tout le point qui a été repris sur la dernière présentation. On a cet enjeu-là, en fait, de pouvoir gérer la fréquence d'exposition au niveau campagne. Et en fait, technologiquement, on est en train d'arriver en fait, à des résultats qui sont probants sur ce sujet-là. Donc je pense qu'in fine, c'est effectivement le programmatique qui va continuer de driver la croissance de tout l'écosystème et je m'en réjouis. En quoi cette automatisation, c'est compatible avec de l'efficacité? Puisque pendant longtemps aussi, c'est des idées reçues du programmatique en se disant c'est de l'invendu, c'est du pas cher, etc. En quoi aujourd'hui, notamment j'imagine avec l'IA, avec le machine learning, et puis aussi les développements tech, c'est un duo gagnant d'une certaine façon, l'automatisation et l'efficacité, en tout cas quelque chose qui devient plus naturel? Je pense que Thibaut pourra certainement rebondir là-dessus plus que moi, mais c'est vrai que l'automatisation, finalement, il y a deux gains. Il y a le gain sur l'efficacité média, notamment sur les capacités d'optimisation en temps réel, avec l'utilisation de l'IA vraiment comme moteur pour aller plus loin dans la gestion des capacités. Ça a tout changé chez vous, par exemple? Tout changer, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va de plus en plus loin dans la performance et l'efficacité, y compris dans un monde où on a de moins en moins de cookies et où on est obligé en fait de travailler avec des signaux qui sont très variés, très divers. Donc la modélisation est clé et en fait l'IA effectivement va permettre aussi non seulement de maintenir mais d'aller plus loin. Et enfin, il y a le gain d'efficacité opérationnelle pour les traders, en agence notamment. Et là, encore une fois, je pense que Thibaut est mieux placé que moi pour donner son point de vue. Et ben, du coup, je prends le relais sur cette intelligence artificielle donc chez Publicis. On s'en sert très régulièrement, même au quotidien, notamment beaucoup pour investi prendre dedans. Exactement, pour prendre des micro-décisions, pour exécuter des micro-tâches et parfois en très grand nombre, chose qu'une armée de traders très motivés ne pourrait pas réussir à faire sur le long terme, du moins pas avec la marge d'erreur qui est très proche de zéro quand on fait appel à l'intelligence artificielle. Donc via Simba, l'intelligence artificielle de Publicis, qui nous permet d'optimiser les campagnes programmatiques, et ça en très grand nombre quotidiennement et avec un effort qui est minime. Et finalement, là-dedans, dans ce mode d'intégration, l'IA fait un tri colossal et l'humain vient pour faire les choix stratégiques juste derrière. Voilà. Adam, peut-être un petit mot, c'est l'objet de cette table ronde, automatisation et performance, c'est la nouvelle équation. Tu es un ancien de Google, je crois, donc tu as suivi depuis tout le temps, tu représentes aujourd'hui TF1 Pub. En quoi c'est un duo gagnant et en quoi c'est aujourd'hui naturel, même comme un broadcaster qui a lancé, on le sait, sa plateforme? Alors, automatisation et performance font bon ménage, comme on l'entend ici, mais aussi il y a différentes valeurs qui sont en train de se dessiner. C'est-à-dire que le programmatique et le levier programmatique démocratisent en fait l'accessibilité aux inventaires, fluidifient un marché qui a besoin d'être fluidifié également parce qu'il y a il y a un encombrement aujourd'hui d'acteurs qui est quasiment sans fin. On dit toujours une fragmentation aussi. Il y a une fragmentation, on parle d'usage effectivement, mais malheureusement les usages ne sont pas encore totalement unifiés. Alors ce qui est génial, c'est que pour nous, en tout cas en tant que broadcaster, l'écran de télévision reprend ses lettres de noblesse. Mais moi j'irais encore un peu plus loin dans cette réflexion, c'est-à-dire que tout ça est superbe, mais si on a une donnée et une data qui est opérable et interopérable, et c'est pour ça que le groupe TF1 a lancé ce qu'on appelle le graph ID il y a quelques mois. Aujourd'hui, on est en train de structurer une approche qui fait très bien écho à ce que Amélie citait précédemment, c'est-à-dire donner plus de contrôle aux annonceurs, aux agences, donner aussi beaucoup plus de mesures et d'insights. Et donc, on prend le chemin de créer justement cette voie un peu universelle, un peu transverse, où chacun d'entre nous va se retrouver. Donc des acteurs tels que Spotify, je tiens juste à rappeler que certaines plateformes ont monté leur audience sur un pari gagnant qui était la musique et la vidéo. Donc effectivement, ça fonctionne bien, c'est un cocktail qui fonctionne bien. Mais effectivement, programmatique et broadcasting fait bon ménage. Et je pense que c'est une des voies technologiques qui va être aujourd'hui adoptée par le marché, et nous, on en essaye d'être les garants.
Manuel, tu représentes Publica. On va peut-être rappeler ce qu'est Publica, c'est un SSP, puisque peut-être que tout le monde ne connaît pas, peut-être en une phrase. Et puis nous donner ta vision côté SSP, effectivement. Alors, non, pas un SSP, on est un ad server CTV, agnostique avec tous les SSP. En gros, on intègre tous les SSP du marché, principalement les top acteurs et même des SSP locaux. Et donc en tant que technologie, nous on est plus relié au niveau des publishers. Et ce que Amélie et Adam disaient résonne totalement avec le point de vue technologique où on veut que l'annonceur à la fin ait le contrôle de sur quoi il va acheter. Technologiquement, il y a eu des avancées avec OpenRTB 2.6 qui est sorti. On a permis aux différents publishers d'avoir une enchère unifiée en démocratisant tout l'ad break publicitaire et de pouvoir envoyer les informations au SSP et derrière au DSP afin que eux ne puissent pas se dire ah bah j'ai X inventaire et je vais pouvoir bider partout mais je ne sais pas si tous les bids que je reçois font partie du même ad break. Et donc ça d'un point de vue unification, automatisation, ça va améliorer l'efficacité pour la déduplication mais aussi la fréquence sur laquelle les campagnes vont pouvoir être délivrées. Alors, on va parler de brand safety parce que c'est un autre élément important. Pendant longtemps, pareil, idée reçue qui était plus ou moins vraie, le problématique, on ne savait pas trop où on allait. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. J'imagine que le machine learning a beaucoup aidé. Les DSP comme DV360 ont beaucoup travaillé aussi sur les différents inventaires. Peut-être un petit mot là-dessus. Amélie, sur ce point, en quoi aujourd'hui, notamment dans ce contexte vidéo, la brand safety, d'abord, c'est central, on le sait, pour les annonceurs. C'est quelque chose qui... Plus un problème, c'est ça, non? En fait, pareil, on continue en fait, de faire évoluer nos technologies. C'est une nécessité, en fait. On ne peut jamais se dire qu'on a atteint le zéro risque, le 0% de risque. Donc, il faut continuer de travailler et on investit énormément sur ces sujets. Il y a eu beaucoup de progrès. Énormément de progrès. En fait, on a des filtres par défaut, effectivement, dans DV360. Et ensuite, au-delà des filtres par défaut, qui sont en fait déjà des garants de brand safety, vous avez aussi des partenariats qui sont noués avec des tiers spécialisés qui en fait permettent d'aller un cran plus loin quand pour un annonceur, c'est une nécessité. IAS, Double Verify. IAS, Double Verify, Headlooks, et ils sont plusieurs. C'est vraiment entre les mains de l'agence aujourd'hui de faire ce choix, en fait, d'aller un cran plus loin pour rassurer un annonceur qui aurait en tout cas des velléités de s'assurer un risque à quasi zéro, quoi. Voilà. Thibaut? C'est un vrai sujet et je veux dire ça le restera encore pendant un bon nombre d'années. Il y a eu des progrès quand même côté. Il y a eu des énormes progrès à tous les niveaux, au niveau des éditeurs, au niveau des intermédiaires. Tout à fait. Le sujet, il peut être de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un ad vérificateur donc tierce sur des contenus comme ceux de TF1 parce que le contenu est qualitatif par défaut. La question peut évidemment se poser sur l'achat quand on achète donc en open auction, quand on achète sur des chaînes fast où là c'est un peu plus la jungle encore à l'heure actuelle, donc on a besoin d'avoir ce moyen de contrôle, ce moyen de mesure. Sur les chaînes, les inventaires SVOD, c'est pareil, il va y avoir très peu de contenu borderline. Donc en vidéo, globalement, c'est peut-être un problème qui est moins présent que sur le display par exemple. Ça c'est sûr et certain. Et encore moins sur l'audio. Justement, Adam, c'est votre force aussi, vous les broadcasters, c'est la brand safety. Tout ce qui est diffusé sur DF1+, a priori, est quand même contrôlé. Vous le dites très bien, c'est un des axes stratégiques. Parlez un peu plus. C'est le premier pilier d'ailleurs stratégique qu'on pose aujourd'hui, parce qu'on est dans un contexte premium de diffusion. Maintenant, on a besoin de mesurer. Comme lors de la précédente table ronde, je pense que sur les ad vérificateurs, on pourrait y passer des siècles. À savoir comment, pourquoi, quels sont les KPIs qu'on mesure. Nous, on voit chez TF1 effectivement émerger de nouveaux usages avec la nouvelle plateforme TF1+, de nouveaux KPI marketing que les annonceurs souhaitent opérer, comme par exemple les stratégies d'attention qu'on opère avec du custom bidding, par exemple, et des acteurs tels que DV360, ou encore des KPI de co-viewing. Et donc ça, ce sont des nouveaux items qui existaient traditionnellement
au sein de la télévision linéaire et qui arrive maintenant sur la plateforme au sein du digital. Donc on passe un cran au-dessus, au-delà de la transparence, encore plus loin. Il y a un point et il y a un monde, comme d'habitude. Lorsqu'on me dit la France, l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis, oui, elle est en retard en termes d'usage et en termes de taux de pénétration des écrans connectés. Mais je pense que d'un point de vue mesure, d'un point de vue responsabilité sociétale, d'un point de vue professionnel et de la professionnalisation de la publicité, on est beaucoup plus advanced que nos amis américains ou même asiatiques. Et donc, le point que je souhaite soulever ici, c'est que mesurer, oui, utiliser des ad vérificateurs, bien sûr, parce qu'il ne faut pas s'auto-mesurer et effectivement donner à des tiers parties cette juste valeur et ce travail. Maintenant, il faut le faire de la même manière. Et effectivement, le problème, il est là, c'est que toutes les marques que vous venez de citer ne mesurent pas TF1+, comme elles mesurent YouTube, comme elles mesurent Amazon Prime, comme elles mesurent Netflix, et donc il n'y a pas de standard. Standardisation de la brand standardisée est hyper important. Anne, la question, pareil, elle ne se pose pas comme TF1 d'ailleurs, sur la brand safety, alors je ne sais pas la transparence, mais en tout cas la brand safety sur de l'audio et de la vidéo sur une plateforme plutôt fermée comme Spotify. Oui, tout à fait. J'ajouterais peut-être 2 points. Il y en a un qui est sur le contenu, et ça, donc on a beaucoup d'éléments en place au sein de Spotify, entre des équipes dédiées, des algos et également des partenariats tiers avec IAS qui a été cité précédemment. Mais le vrai sujet, je pense, pour nous essentiellement actuellement, c'est aussi le contrôle de l'accès et de la tech, et c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé notre propre exchange. C'était pour s'assurer que les annonceurs et les acheteurs aient un accès le plus direct, désintermédié et transparent possible via des DSP de confiance comme DB360 à notre inventaire. Et il y a aussi un sujet de ce qu'on passe via cette connexion dans les bid requests pour permettre aux acheteurs de faire leur choix selon la brand suitability, leurs critères de brand safety et essentiellement l'inventaire qu'ils veulent trouver sur la plateforme. Donc je pense que c'est une question de contenu et une question d'accès qui est aussi importante. Manuel, côté SSP. Oui, en fait, ça rejoint exactement ce que Anne vient de dire. C'est côté inventaire, côté contenu. Et on en revient toujours à la tech et quelles sont les informations que le publisher va pouvoir transmettre au sein des bid requests. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont en train d'arriver, comme la live contextualization. Ça veut dire on va avoir une fenêtre de 2 minutes. On va pouvoir analyser en temps réel, grâce à l'IA, les informations du contenu et transmettre ces informations dans la bid request pour permettre aux SSP, aux DSP, aux annonceurs de savoir exactement, suivant une taxonomie IAB et par rapport aux différentes GARM aussi, de savoir quelles sont les informations, quel est le type de contenu et de proposer aux annonceurs d'avoir un environnement plus brand safe parce qu'ils vont savoir exactement ce qu'ils vont pouvoir bider sur comme type de contenu. Il y a le sujet du mix vidéo. Quelle répartition on fait quand on fait de l'achat programmatique, YouTube, la TV, les plateformes, des broadcasters, Spotify, CTV, l'audio, le social. Quels sont les indicateurs pour décider aujourd'hui, on en est où, Amélie, là-dessus? En fait, je pense que le principe et le fondement même d'une ad tech comme DV360, c'est de se mettre au service de l'agence, de l'annonceur. Clairement, quand on réfléchit en fait aux fonctionnalités, qu'on développe en fait des solutions, on va aussi prendre le point de vue du client, donc de la marque, de ses enjeux business, de ses objectifs marketing. On va en fait les traduire en KPI qui vont ensuite pouvoir être mis en musique dans DV360. Après, le sujet, c'est plus comment l'agence se saisit aujourd'hui de ces fonctionnalités pour aller justement servir ses objectifs business et ses objectifs marketing. Je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant aussi à travers le programmatique, c'est la data. Aujourd'hui, en fait, il est possible, au-delà des inventaires et de leur spécificité, de leur ADN, de leur complémentarité aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de marques médias, de grandes plateformes comme TF1, comme YouTube, c'est aussi comment on rajoute en fait un layer de data pour aller plus loin en fait dans la mise en musique des campagnes
et dans l'atteinte des performances. Et je pense que c'est tout ça qui sous-tend en fait les décisions côté agence et annonceurs. Et j'imagine que Thibaut a une idée assez précise sur le sujet, donc je lui laisse la parole peut-être. Thibaut. Bah, écoute, effectivement, chez Publicis, on a une idée très précise de ça, mais qui est propre à chaque annonceur. Il va y avoir un moyen de mesurer ses campagnes et de répondre aux KPI du client quasiment par client. Donc il n'y a pas de réponse unique malheureusement. On a le comité cross-vidéo qui réfléchit à un moyen d'uniformiser tout ça qui nous permettra de mettre un petit peu d'ordre dans la manière dont on va pouvoir accompagner les clients vers toujours plus de répondants dans leurs enjeux business. Maintenant, c'est une réponse qui est imparfaite puisqu'il n'y a pas de réponse unique. C'est qu'on ne peut pas donner une seule réponse pour une pluralité de problématiques qui est immense. Parce qu'une impression, elle n'a pas la même valeur entre l'écran TV, le smartphone, une plateforme sociale. C'est ça aussi, en fait. Hein. Oui, mais encore une fois, si on se place du point de vue de l'annonceur et de ses objectifs, en fait, certes, on peut considérer qu'une impression entre un inventaire A et un inventaire B n'a pas la même valeur. In fine, ce que l'annonceur va regarder, c'est la performance de sa campagne. Je pense que c'est quand même le juge de paix. Et après, à nous, en fait, ensemble, en fait, de valoriser les contenus, les acteurs et les inventaires par leur ADN, par justement leur spécificité. Le fait que ce soit disponible en programmatique ne veut pas dire qu'on efface les spécificités de chacun. En revanche, il est vrai que tout ce qui sous-tend en fait nos développements technologiques va vers l'atteinte de performance pour l'annonceur. Et je pense que c'est clé pour tout le monde. Et l'omnicanalité, c'est aussi le vrai sujet du moment. Anne, comment Spotify peut s'intégrer justement dans l'omnicanalité? Parce que de fait, on imagine que c'est peut-être plus complexe. Hein. Oui, alors peut-être plusieurs points là-dessus. Le premier, pour rebondir sur le sujet du multiformat, on sait que la vidéo ajoutée à un format audio sur la plateforme Spotify augmente les performances de façon significative. On parlait des KPI qui sont le juge de paix, je suis entièrement d'accord. On sait que audio plus vidéo sur Spotify, ça augmente par exemple les intentions d'achat de 27%, selon une étude qu'on a publiée récemment. Je pense que le deuxième point sur l'omnicanalité, c'est la question à nouveau de l'accès. Et le lancement de notre exchange en ce sens est un pas majeur vers cet objectif, dans le sens où, en mettant notre inventaire à disposition des acheteurs en open market et en PMP, en plus du programmatique garanti, ça leur permet plus facilement d'ajouter l'inventaire Spotify vidéo et audio à leur campagne omnicanal. Et le dernier point que j'ajouterais, qui pour moi sous-tend vraiment le pouvoir de l'omnicanalité, c'est l'adressabilité. C'est la capacité de l'annonceur et de l'acheteur à trouver son audience et à mesurer son audience sur l'ensemble des supports. Et là-dessus, à nouveau, on a fait des investissements majeurs, notamment via l'intégration avec LiveRamp et le fait d'avoir Ramp ID dans les bid requests, qui permet justement à Spotify d'être ajouté à ses stratégies omnicanal. Il y a le sujet des différents formats dans le programmatique, hein, pour revenir, programmatique garanti, direct programmatique. Aujourd'hui, on en est où programmatique garanti, par exemple, c'est quelque chose qui devient la norme d'une certaine façon, je ne sais pas, Adam? Alors c'est la norme en France, en tout cas, et qui régit auprès des broadcasters. C'est pas la norme aux États-Unis. Donc effectivement, on est plutôt question sur de prix. l'open. En fait. Ouais, effectivement. Les annonceurs veulent payer un peu moins cher. C'est une question de prix, c'est une question de marché, c'est aussi une question de contrôle, parce qu'en fait, le fait d'avoir une accessibilité qui est finalement quadrillé en quatre segments, 4 buying doors sur le marché. C'est de savoir où est-ce qu'on positionne notre équilibre, quel est le contrôle qu'on souhaite avoir, quelle est la flexibilité de prix qu'on souhaite offrir également. Et puis après, pour un éditeur tel que nous, c'est de savoir également aussi valoriser, on parlait de contexte premium, on parle d'omnicanalité, c'est comment on valorise au mieux l'inventaire que l'on distribue aujourd'hui sur le marché français. Donc il y aura une harmonisation et des standards qui vont effectivement émerger, comme tu le dis, mais on est à l'inverse de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Thibaut et Emmanuel, après. Yes, le point que vient de soulever Adam est crucial et finalement on va aussi avoir des velléités d'acheter en programmatique garantie ou en open auction à l'extrême inverse en fonction des inventaires auxquels on va s'adresser parce que Adam a probablement un taux de remplissage qui est extrêmement plus élevé que certains autres éditeurs et du coup avec des sources de revenus qui vont évidemment évoluer. Ce qu'il faudrait bien voir, c'est que tout le marché de la vidéo et de la connectivité, parce qu'on en parle aujourd'hui,
n'hérite pas de la complexité de la chaîne de valeur du programmatique qui, sur le display, a vu émerger un nombre d'intermédiaires pas possible et qui, finalement, se met à éroder la valeur qu'on a au début de la chaîne chez l'annonceur pour que les éditeurs ne récupèrent qu'une petite partie. Manuel. Et aussi du fait que le côté CTV va vers une enchère unifiée, va permettre aux éditeurs de vraiment manager, monitorer comment ils veulent prioriser. Le fait d'avoir le contrôle total sur leur inventaire et les priorités va leur permettre de se dire je veux mon PG, je veux mes direct deals et après mon open market. Ça va leur permettre de mettre un pied dans l'océan de vraiment la monétisation programmatique. Amélie, j'ai 20 secondes de dépassement, 10 secondes de dépassement pour conclure. C'est quoi the next big things? C'est dur à dire. Waouh. Next. Merci big pour thing. cette question. Je dirais que... Tu n'es pas obligé de répondre. En fait, moi, je vois deux choses qui vont devenir absolument critiques et dont on a déjà parlé quasi toute la matinée. C'est le planning et la mesure. Honnêtement, je pense que là, on est sur un marché qui est en train de se programmatiser. C'est une bonne chose. Chacun va garder son ADN, chacun va garder en fait sa valeur. Mais ce qui va sous-tendre tout ça, c'est la liquidité des achats. Et ce qui va faire la force en fait demain d'une agence ou d'un annonceur, c'est sa capacité à maîtriser toute la partie en amont et en aval de la campagne. Tu as 10 secondes, Adam. Je sais que tu trépines. Tu voulais donner le tien. Non, je voulais juste dire, effectivement, on rentre dans une ère d'hybridation, de transparence et surtout de responsabilité. Donc ça va être passionnant. Très bien. Eh ben merci à vous.